Je vous demanderai si vous avez des questions pour Bernard Chabert de les poser tout de suite, parce que Bernard, je crois que tu veux partir à midi. Pile. Alors, instrument de précision, il est moins 9. Jean-Louis Etienne a une question au premier rang. Vous pouvez lui apporter un micro, s'il vous plaît ? Il arrive. J'ai déjà d'abord une réponse à une question qui était posée tout à l'heure sur la précision de la mesure au sextant pour aller au pôle. C'est extrêmement précis. L'illustration, c'est qu'Amundsen y est arrivé le premier. Il a laissé sur place sa tente avec le pavillon norvégien. Et un mois après, Scott est arrivé au même point. Ça veut dire qu'ils avaient tous les deux une technique de mesure qui était extrêmement précise, qui leur permettait de se donner rendez-vous, je dirais, à un point immatériel et perdu au milieu de l'Antarctique. Donc c'était précis. Et j'avais une question pour Bernard Chabert, c'est l'aéropostale donc, est née à Toulouse, elle est née à Montaudran. Est-ce que d'autres pays, à l'issue de la guerre, avaient cette idée de transporter du courrier ? Est-ce qu'il y avait d'autres initiatives du même genre ? Oui, en 1919, les Anglais, à cause de leurs possessions, que ce soit des possessions africaines ou des possessions en Extrême-Orient, les Anglais ont également commencé de créer des lignes à peu près équivalentes, mais ils l'ont fait d'une manière beaucoup moins systématique et beaucoup moins business finalement, ce qui est peut-être la grande force non seulement de la TECOR, mais de l'ensemble des 5 compagnies aériennes françaises qui se sont créées au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est qu'il y avait véritablement la notion d'armateur. C'est-à-dire qu'on utilisait l'avion comme auparavant on avait utilisé les navires pour au départ transporter du courrier, et avec des gens qui étaient des visionnaires comme Louis Blériot par exemple, qui avait fait une communication à l'Aéroclub de France, je crois que c'était en 1923 ou 1924, où il envisageait, il disait on finira par voler à plus de 600 km/h, ce qui à l'époque apparaissait complètement illusoire, en transportant plus de 100 personnes d'un seul coup. Je rappelle qu'un Airbus 380, ça vole à 950 à l'heure avec 840 personnes à bord. Et donc il y a eu en France véritablement pour des raisons intellectuelles d'ailleurs, il y a eu en France un véritable moteur. Les Britanniques étaient plus coloniaux dans leurs entreprises, avec des avions plus petits et plus la notion de raid et d'exploit. Les Américains, très tôt, ont monté un système postal très américain qui se voulait au départ froidement technique et lucide, mais aussi économique. Et le paramètre économie a été tellement poussé loin que ça a été un échec phénoménal. Et que de cet échec, ils ont touché le fond de la piscine, ils ont rebondi avec des personnages comme Bill Boeing, par exemple, qui a véritablement créé un empire, et d'autres avec lui. Donc, dans la plupart des grands pays, soit pays coloniaux, France, Grande-Bretagne, les Italiens aussi ont fait beaucoup d'aviation commerciale à cette époque, mais un peu après les Français, et dans le bassin méditerranéen principalement. Les Russes en ont fait également, mais pour la même raison que les Américains, parce qu'ils avaient un pays, une nation, continent qui exigeait d'aller très loin. Ma question, c'était, nous, on a nos héros, on a Mermoz, on oui. a Guillaumet, on a Syntex. Est-ce qu'ils ont aussi leurs héros comme ça ? Il y en a quelques-uns, mais beaucoup moins. Non, très franchement, si on regarde le casting de cette épopée, c'est la France il n'y a pas de fausse honte ou il n'y a pas de cocorico excessif à dire. Ce qui s'est produit en France à cette époque-là, et singulièrement à travers ce qu'on a appelé l'aéropostale, même si au début c'était les lignes aériennes, la TECOR, devenue aéropostale et devenue en 1933 Air France, c'est quand même une épopée exceptionnelle, ne serait-ce qu'à cause d'un personnage, Jean Saint-Exupéry. Deux secondes, Francis, je ne peux pas résister. C'était quoi les cinq entreprises ? Il y avait la franco-roumaine, il y avait quatre franco-roumaine. La franco-roumaine qui allait vers l'Europe de l'Est. Il y avait les lignes Farman qui allaient en Grande-Bretagne et en Belgique. Il y avait Air Union qui avait, elle, qui espérait faire du long courrier à l'horizontale en allant jusqu'en Indochine, possession coloniale, et d'ailleurs dont l'insigne était la crevette ailée, là, enfin ce qu'on appelle la crevette, qui est un hippocampe en fait, et qui est toujours aujourd'hui l'insigne d'Air France. C'était l'insigne d'Air Union. Et puis la cinquième, je ne sais plus laquelle c'était, enfin bon... c'était désigné la CGTA ou quelque chose comme ça. Mais
au milieu de ce groupe de 5 compagnies aériennes structurées, créées en 1919-1920, il y en a quand même une qui a écrit une épopée et qui était les lignes Latécoère devenues Aéropostale. Alors, moi j'ai une question, quelque chose qui m'étonne, c'est cette ligne qui finalement, pour l'Afrique on comprend bien, ouais. Pour l'Amérique du Sud je ne comprends pas. En termes de courrier, c'est l'Amérique du Nord, mais peut-être que la technique ne permettait pas de le faire. Pas à l'époque. Justement, l'analyse est étonnante. D'ailleurs, c'est étonnant aujourd'hui. L'analyse qu'avait fait Pierre-Georges Latécoère était une analyse froidement économique. Il avait mesuré des flux de courrier business, affaires. Et il se trouve qu'à l'époque, en 1919-1920, le flux de correspondance entre la France et l'Amérique du Nord était inférieur au flux entre la France et l'Amérique du Sud, pour des raisons probablement économiques. Et en plus de ça, c'est vrai que les liaisons avec l'Amérique du Nord étaient rapides, parce que les bateaux de l'époque mettaient une petite semaine pour traverser, alors que pour qu'une lettre partie de n'importe où en France arrive à Santiago du Chili, par exemple, il fallait 21 jours. Donc le calcul était de dire, grâce à l'avion, même s'il ne va pas bien vite, s'il va à 150 km/h, c'est toujours mieux que les 30 km/h d'un bateau. Mais en plus, la technologie ne permettait pas de traverser l'Atlantique. À l'époque, non. À l'époque, non. Et alors de même que ça ne plus court pour permettait pas de traverser l'Atlantique Sud, ce qui fait qu'au départ, l'Aéropostale a utilisé 2 avisos récupérés, achetés d'occasion à la Marine nationale, pour faire traverser le courrier entre Dakar et Natal par bateau. Les avions descendaient jusqu'à Dakar, le bateau traversait l'Atlantique Sud et les avions repartaient ensuite. Mais ce qu'il faut voir, c'est aussi que les avions de cette époque-là ne permettaient évidemment pas les instruments de bord. On parlait beaucoup d'instruments. Il y a la mesure du temps qui est fondamentale en navigation, mais il n'y a pas que ça. On parlait d'horizon artificiel tout à l'heure. L'horizon artificiel, c'est une invention américaine qu'on doit à la Fondation Guggenheim dans les années 1930. Et c'est là que, quelque part, la France, qui a eu un esprit aventureux et pionnier extraordinaire avec cette affaire d'Aéropostale, va petit à petit perdre du terrain face en particulier à la technologie américaine, qui est beaucoup plus praticienne et qui va, dans les années 30, 33, 35, développer les moyens de voler déjà de nuit et par mauvais temps, chose que nous, on n'avait pas tellement su faire chez nous. Qu'est-ce que vous appelez exactement horizon artificiel ? C'est basé sur le principe, on l'avait évoqué hier soir, sur le principe très élémentaire du gyroscope. Si vous prenez un gyro, que vous le lancez suffisamment vite, il va rester figé. Une fois qu'il aura acquis sa vitesse et qu'il y sera stabilisé, il va rester figé dans l'espace. Et donc, si vous faites bouger dans un tableau de bord, vous avez un horizon artificiel qui figure le ciel et le sol. Et entre les deux, quand vous inclinez l'avion, vous voyez l'horizon s'incline également, parce que derrière, il y a des gyros. Aujourd'hui, ce sont des gyros laser. Autrefois, c'était des gyroscopes mécaniques, des masses qui étaient en rotation. Et donc, les gyroscopes vous permettent de voler même quand vous ne voyez rien dehors. Et l'horizon artificiel, ça sert à ça. Et c'est ce qui fait, sauf erreur de ma part, qu'il y a parmi les meilleurs fabricants mondiaux de gyroscopes en France. Sagem Sagem, aujourd'hui Thales. Voilà. Oui, bien sûr. Donc on a quelques industriels qui sont... scientifiques et techniques actuels ont aussi cet héritage-là dans leur gène. Il y a des personnages qui sont un peu oubliés de la culture générale, mais par exemple, vous avez un Français extraordinaire, un des pionniers de l'aviation, qui s'appelait Robert Esnault-Pelterie, et qui, non seulement il a inventé... le manche à balai, c'est-à-dire l'outil qui permet quand même de piloter n'importe quoi du moment que ça vole et qu'on est dedans, de l'avion de 1908 jusqu'à la navette spatiale, ça se pilote de la même manière. Mais il a aussi inventé un mot qui est intéressant, qui est le mot astronautique. Avec le mot astronautique. Astronautique, c'est Esnault-Pelterie qui l'a inventé. Puis il a inventé, bien avant que techniquement on sache faire ces choses-là, c'était en 1921 je crois, il a inventé les principes de la navigation inertielle qu'on utilise aujourd'hui pour faire voler tout ce qu'on envoie, en particulier dans l'espace. Il a travaillé aussi sur les moteurs fusées. Oui, bien sûr. Je crois qu'il s'est fait exploser un moteur et il avait perdu quelques doigts. Mais c'était un génie un peu en avance sur son temps, donc il n'était pas tellement soutenu un peu par l'armée, mais voilà. Donc
c'était trop précurseur pour avoir un fort soutien. Les fusées, on n'y croyait pas à l'époque. Les fusées, à l'époque, c'était pour les feux d'artifice. Voilà, c'était un peu pour les feux d'artifice. Oui. Et c'est le pionnier de l'astronautique français, Robert Esnault-Pelterie, qui est effectivement pas très connu par rapport à Tsiolkovsky, Goddard ou d'autres. Bernard, je crois que Denis Je vais y vient aller. vous chercher. J'ai un avion qui m'attend. Merci. Merci à vous. On aurait eu beaucoup d'autres questions. C'est comme ça. Eh bien, malgré le départ de Bernard Chabert, nous avons encore plein de questions, mais levez bien le bras pour que je vois où vous êtes. Monsieur, il y a un micro qui à votre droite. Corlan disait l'aventure, c'est lorsque le navire quitte le convoi. Et je pense qu'on n'a pas assez insisté sur les raisons de quitter le convoi, et notamment le plaisir. Et je pense que l'adrénaline qui a fait que le montagnard puisse vaincre un sommet par des itinéraires plus difficiles que la voie normale, là aussi c'est de l'aventure, mais générée par le plaisir. Le marin, c'est à peu près le même raisonnement. Alors j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Qui veut répondre? Alors, Brigitte. Brigitte Lozrec. Alors, moi, je veux bien répondre en parlant spécialement de Shackleton parce que je le connais mieux, si je puis dire. Et il avait la nécessité, le besoin et le bonheur de naviguer parce que précisément, on retourne au rêve. Au départ, c'est un rêve qu'il avait eu dans l'adolescence et il voulait aller au large et voir le monde, mais par les mers. Et il a absolument écrit des choses magnifiques, que ce soit sur les tempêtes, que ce soit sur les éclairages de la nuit, comme du couchant. C'est quelqu'un qui aimait la mer, qui aimait l'évasion. Il y avait certainement l'évasion. Et puis, il n'a pas, à part cette compétition qui l'a mené presque au pôle, à part ces compétitions, il n'allait pas tant que ça sur les terres parce que le rêve, c'était la mer. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Lui-même a écrit sur... oui, vous avez beaucoup d'écrits puisque vous l'avez cité. Il a écrit 2 livres extraordinaires qui sont South et puis In the Heart of the Antarctic. C'est-à-dire que c'est dans l'autre sens parce que The Heart of the Antarctic, c'est son voyage, si je puis dire, jusqu'au presque pôle. Et South, c'est une extraordinaire... Pour lui, ça a été la plus grande aventure qui lui soit arrivée. C'est qu'il est parti de l'océan Atlantique, il est descendu et il est allé dans ce qu'on appelle la mer de Weddell. Bon, elle est par rapport à la carte, elle est au nord, mais bon, de toute façon, tout ça, c'est au sud. Et par à la carte qu'on a vue, la mer de Weddell est aussi en U. Et il avait envisagé de traverser l'Atlantique par le cœur de l'Atlantique et de l'Antarctique. Et ensuite, un autre bateau avec un voyageur allait le rejoindre au pôle. Mais tout ça, c'était des rêves. Et il a été bloqué dans la glace. Et là, l'aventure pour lui a commencé. Et c'était la véritable aventure parce qu'il a fallu faire face aux éléments. Ce que disait tout à l'heure monsieur, c'est que tant qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas ce qui nous attend, on est dans l'aventure. Il faut se débrouiller, il faut survivre. Et il s'est trouvé bloqué dans la glace. Ils ont dérivé pendant 1 an. Le bateau s'est broyé sous leurs yeux. Il les a fait camper sur la glace, sur la mer de la glace. Or, le courant est circulaire à cet endroit-là. Et puis, ils ont encore dérivé. Ils avaient ressorti du bateau 3 canots. Et quand la dérive les a menés vers les eaux libres, au sud de
péninsule du Cap Horn. Ils sont allés à ce moment-là en canot jusqu'à l'île de l'Éléphant. Et ça a été terrible parce qu'ils étaient gelés, ils avaient faim, ils avaient soif. Mais ils ont tous survécu grâce à une traversée qu'il a faite dans un autre canot. Je vous parle de ça parce que c'est vraiment l'aventure absolue. C'est chaque fois une improvisation en se disant « je n'ai plus le choix, il faut que je trouve le chemin ». Et dans un canot, avec 4 autres camarades, ils sont allés jusqu'à une île. Vous regardez la carte de l'Atlantique, c'est une petite pointe d'épingle au sud de l'Atlantique, et dans les rugissantes, et horrible. Et sur ce canot, ils ont fait 1400 kilomètres, comme protégés par les dieux, parce qu'ils n'ont fait que 2 fois le point avec le soleil pour savoir où ils étaient. Et ils se seraient trompés d'1 seul degré. Il manquait cette île qui était si petite au milieu de l'océan. Là, ils ont demandé le salut. Avec un autre bateau, sont retournés en Amérique du Sud pour aller chercher. Il y avait 28 hommes qui l'attendaient dans l'île de l'Éléphant, une île absolument perdue, et personne ne pouvait aller les chercher là, étant donné que leur projet était de traverser l'Antarctique. Donc personne ne savait. Et je donne tous ces détails parce que c'est l'aventure pure et qu'il a su garder une harmonie dans toutes ses équipes par refus du moindre conflit. Il avait dit c'est notre mort si on a un conflit avec quiconque. Donc il a fait l'harmonie. Il avait demandé à tout le monde de s'alléger le plus possible. On jette le courrier, on ne garde pas tout ça. Mais il y en a un, il lui a dit tu gardes ton banjo. Et il voulait qu'il y ait de la gaieté au milieu des glaces. Sylvain Vauder. Oui, je vais vous faire une réponse d'historien. Macorlan, quand il écrit, au début du XXe siècle, et pour l'essentiel dans l'entre-deux-guerres, il a une tête de Turc qui est Jules Verne. Et il pense profondément que les voyages que Verne décrit, ce sont des voyages qui n'ont que pour prétexte d'exposer des connaissances parfaitement classées. Il dit le monde de Jules Verne, c'est rien d'autre qu'un herbier, un jardin bien rangé, et ce qu'il faut effectivement valoriser par rapport à ça, à cette image du jardin, c'est au contraire les grands espaces, la recherche de l'aventure pour l'aventure, la recherche du plaisir. Mais en fait, c'est évidemment pas exactement comme ça que les gens avaient lu Jules Verne dans les années 1860-1870, et ça correspond à une nouvelle idéologie, si vous voulez, qu'on voit émerger au début du XXe siècle, et qui fait qu'on ne doit pas chercher l'aventure pour autre chose que pour elle-même. C'est ce que défend Macorlan dans un tas de livres, à commencer par le livre qui s'appelle « Le petit manuel du parfait aventurier ». Mais c'est un moment de l'histoire de la façon dont on se représente les voyages. Ce à quoi les historiens n'ont pas accès, par exemple, c'est ou très difficilement plutôt, c'est à cette part de plaisir revendiquée dans les grands voyages des XVIIe, XVIIIe et même pour une grande partie du XIXe siècle, parce que ce sont des choses qu'on ne dit pas, parce que la légitimité du voyage est réside tout entière dans les résultats les plus scientifiques possibles que les voyageurs vont rapporter. Et ça n'est qu'à partir d'un moment qu'on peut dater entre, disons, les années 1880 et les années 1920, qu'on voit apparaître cette revendication du plaisir et de la recherche. Alors, on ne dit pas encore d'adrénaline, mais effectivement, on parle par contre beaucoup de vivre intensément, vivre fort, comme disait Saint-Exupéry. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas tellement avant, parce que les codes en empêchent. Alors, la question pour les historiens, elle est presque insoluble. Est-ce qu'il y a dans les motivations des grands départs antérieurs, disons à l'époque de Macorlan, cette volonté de vivre fort, sauf que les gens ne l'ont pas écrit parce que ça ne se faisait pas? Ou est-ce que ça correspond, malgré tout, à quelque chose d'assez moderne et à une réaction face au sentiment que, justement, le monde a rétréci
et que si on veut continuer à vivre une aventure comme on la fantasme au temps antérieur, alors il faut effectivement s'écarter du convoi. D'autant plus qu'il faut comprendre aussi que chez Macorlan, s'écarter du convoi, au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est aussi comment dirais-je, une position politique par rapport à ce qu'a été la guerre, à ce qu'ont été les conditions du conflit. Ça correspond au moment de l'héroïsation, puisqu'on en parlait tout à l'heure, au moment de l'héroïsation de Laurence d'Arabie, par exemple, avec cette idée que la guerre, ce que Macorlan appelle la grande guerre usinière, dans ce que Malraux appelait les paysages très cons de Picardie, elle peut être compensée par certaines aventures extraordinaires. Alors ça peut être celle de Guinemer et des As de la Première Guerre mondiale, et ça peut être aussi la guerre excentrique, au sens géographique du terme, de Laurence d'Arabie. Alors à propos de plaisir, justement, je voulais vous dire, ils étaient donc, pour cette expédition Endurance, ils étaient donc en train de dériver de façon dramatique. Ils ne savaient pas s'ils s'en sortiraient. Ils étaient dans une tente et Shackleton partageait la tente avec son capitaine Worsley. Et tous les deux bavardant, Shackleton dit « Je prépare une autre expédition », alors qu'ils étaient en train de ne pas savoir s'ils s'en sortiraient. Et il dit au capitaine « Est-ce que vous viendriez avec moi ?» Et le capitaine Worsley, je lui dis « J'y laisserai ma vie, mais je veux y aller ». Et ils avaient un réel, une sorte de jouissance. Ils étaient en haut. Et c'était au prix de la vie, mais ça valait la peine. Et Worsley a répondu « Même si on y reste, je vais avec vous ». C'est ça qui était la grandeur de leur histoire. Anne Ponce. Le plaisir. Je trouve qu'on n'a pas parlé de la beauté de la mer pour répondre à ce monsieur qui est un marin et qui évidemment de la mer. La beauté de la mer, la poésie de la mer, des éclairages, tout ça a été écrit, pardon d'apporter un tout petit correctif à ce que vous avez dit, a été écrit dans les journaux de bord. Il y a des descriptions des icebergs. Quand on a eu le bonheur de voir soi-même des icebergs, c'est de toute beauté ce qu'ils ont écrit. Et c'est ça le plaisir aussi, c'est la poésie. Quand vous dites « ils ont écrit », vous faites référence à qui ? Pardon ? Vous faites référence à qui quand vous dites dans les ils journaux, ont dans écrit. les journaux de Cook, qui sont des journaux faits à plusieurs mains naturellement, parce que lui-même n'était pas écrivain. Et bon, il s'en tenait. D'ailleurs, les journaux étaient des choses complètement des patchwork invraisemblables, qui reprenaient quelquefois des descriptions plus anciennes que l'expédition en question. Et donc, il y a de ces passages, moi, qui m'ont ébloui et qui m'ont ému. Et il y a Vous les avez lus où ils ont été édités sur Internet. Ils sont sur Internet parce que tous les journaux de Cook, ce sont des milliers de pages. Des milliers de pages. Qui sont conservés maintenant au British Museum ou à la National Gallery, enfin en Angleterre, dans une université. Il y a eu des éditions, si vous voulez, mais en France, des éditions très, très, très partielles. D'ailleurs, Jules Verne a écrit les 3 journaux, les 3 voyages de Cook. Donc, tout ça se tient, si vous voulez. Mais... Oui, sur Internet, il y a l'intégralité de ces journaux de bord. Oui. Vous savez, sur Internet, il y a tout. Il y a les équipages de Nelson, du Mousse à Nelson, ils sont en entier, etc. J'ai retrouvé aussi des équipages incroyable. qui étaient arrivés au Grand Nord et qui, pour lutter contre le scorbut, avaient trouvé les écorces qu'il fallait d'arbres du Canada, pour lutter contre le scorbut. J'ai trouvé tout ça aussi sur Internet, mais j'ai préféré les livres. J'ai parlé des Anglais, parce que les Anglais sont poètes dans l'âme. Il y a des poésies sur la mer des Anglais sont absolument sublimes, plus qu'en France, probablement. Et elles l'étaient déjà, ces descriptions, elles existaient déjà. D'autres questions ? Madame et ensuite monsieur. Je voudrais savoir s'il reste encore des zones blanches. Vous pouvez répéter ? Je voudrais savoir s'il reste des zones blanches. Reste-t-il des zones blanches sur les cartes ? À ma connaissance, non. Mais
Moi, cet auteur dont j'ai parlé tout à l'heure, Arlette Fruet, prétend qu'il y a encore dans le Pacifique des îles qui n'ont pas été découvertes. Je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'elle travaille beaucoup sur l'imaginaire des marins, mais ça n'est pas impossible non plus. Moi, ça, je m'en réfère aux savants qui sont là, qui en savent 10 fois plus que moi. Ça paraît étonnant avec le spatial maintenant. On cartographie les océans. Donc s'il y a une île, on va la voir. Alors peut-être qu'on n'y est jamais allé. Mais prétendre qu'il y a des îles totalement inconnues, aujourd'hui, je ne pense pas. Ou alors, elle doit être tellement petite. Mais encore une fois, on a les capacités de cartographier. C'est une réponse à la question ou c'est un... Alors, il y a une réponse à la question de la part de Jean-Louis Etienne. Peut-on lui donner le micro? Une petite anecdote en naviguant autour du Spitzberg. Donc, c'est une île qui est au nord de la Norvège. Et donc... les cartes n'étaient pas d'une grande précision et tout d'un coup on voit une île qui de toute évidence n'était pas sur la carte. Et en fait il y a des îlots rocheux, même d'une certaine taille, qui émergent aujourd'hui avec la régression des glaciers. Bon, ce n'est pas des îles mystérieuses, hein. Ce sont des rochers qui étaient engloutis sur des glaciers. Aujourd'hui, avec la fonte de la glace dans certaines régions, donc du côté de l'Arctique, il y a des nouvelles terres qui émergent, dont certaines îles, ce qui n'ont pas beaucoup d'avenir. Oui. Aussi un tout petit complément, on en parlera plus cet après-midi, je pense, dans la table ronde, parce que c'est plus la notion exploratoire. Mais je vous invite à réfléchir à une notion simple, c'est que savoir qu'une chose existe n'est pas forcément la connaître. Et sur la notion de blanc, ça questionne beaucoup sur certains endroits du monde, en tout cas. Moi, j'ai un souvenir personnel, c'est pas d'avoir découvert une île, mais c'est d'avoir tapé dans un caillou en bateau, qui n'était pas sur les cartes. Et je peux vous dire que ça surprend. Hein. Depuis, il y est maintenant. D'autres questions, monsieur, au milieu. Parlez dedans. Oui, je parle dedans, ça y est, on m'entend? Bon. Oui, à la fois les questions qui ont été posées, les commentaires qui ont été faits, et bien sûr les échanges entre nos excellents participants, m'amènent à me demander si finalement les zones blanches qui existent ne sont pas dans notre cerveau. Et si ce n'est pas un nouveau thème à prévoir pour une prochaine émission des mystères, d'explorer un peu finalement ces structures mentales dont on a parlé, la façon dont l'homme appréhende le monde et dont il appréhende aussi ses semblables. Les derniers événements nous laissent beaucoup à penser. Voilà, c'est des réflexions de ce type qui me viennent à l'esprit. On a parlé d'explorateurs, d'exploration. Finalement, c'est nous-mêmes qui sommes à explorer. Et la tache blanche, elle est là. Une remarque, Sylvain Venère, après ce qui vient d'être dit, Francis? Je dirais que, d'une part, on a déjà fait un mystère sur le cerveau. Donc, s'il s'agit de... Le cerveau, on s'y est déjà intéressé, c'est tout un sujet en soi. Donc, il était effectivement assez difficile d'inclure l'aspect le cerveau dans ces mystères, mais c'est effectivement une partie de l'inconnu, oui. Et un regard en retour sur justement qu'est-ce qu'on fait quand on explore et qu'a-t-on véritablement regardé, qu'est-ce qu'on connaît vraiment, même si on y est passé. D'autres remarques, d'autres questions? Oui. Peut-être juste pour rebondir sur cette histoire de zone blanche, je pense qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'on ne connaît qu'un tiers des cavités souterraines aujourd'hui sur Terre. On pense à un tiers dans les régions karstiques, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'endroits qui sont, à mon avis, encore à découvrir sur notre planète, principalement au niveau spéléologique. Les cavités et les abysses. Et les abysses qu'on évoquera quand même un petit peu, justement, un tiers des grottes, vous avez dit? J'ai pas compris ce que... Souterraines, oui. Un tiers des cavités souterraines. Ah, des cavités souterraines, oui, oui. Alors, d'autres questions? Je n'en vois plus. Et en fait, ah si, il y en a une au premier rang.
En fait, je me posais la question, Francis, est-ce que, puisque nous n'avons pas fait de pause, est-ce qu'on va terminer un petit peu plus tôt? D'accord. Vous tenez jusqu'à 12h30 ou là, vous préférez qu'on arrête après la question de monsieur ou la... Oui, parce que on reste. La réponse peut être longue parce que la question, elle est simple. Ces gens-là qui partaient d'abord sur les bateaux, ils étaient quand même nombreux. Ils partaient longtemps. Donc il faut se nourrir, il faut se soigner. Alors, comment est-ce qu'ils étaient nourris, comment est-ce qu'ils étaient soignés? Il y avait des accidents, il y avait des maladies. Alors, de toute façon, ils viennent avec un médecin, voire deux. Mais ils s'arrêtent à la Nouvelle-Zélande, ils remplissent les cales et ils ont des nourritures Jean-Louis-Étienne pourrait peut-être mieux le dire, mais à l'époque, en tout cas de 1900, ils avaient les cales pleines de boîtes de conserve et ils n'avaient pas de fruits frais. Quand ils étaient en Nouvelle-Zélande, ils ont eu un cadeau d'un des fermiers du coin, une 40aine de moutons. Alors, c'était pour les garder en cuisine. Ils les ont débités, mais ils en ont une partie qui sont tombés à la mer. Donc, voilà. Jean-Louis Étienne. Oui, un des faits marquants de l'exploration polaire et des longues navigations, c'était toujours le scorbut. Toujours cette maladie qui revenait sans cesse. C'est une carence en vitamine C. Effectivement, on a découvert qu'en mangeant du citron cru, on pouvait se le... Mais même les explorateurs polaires, surtout dans l'Arctique au début, qui ont hiverné longtemps, étaient atteints du scorbut, alors que les Inuits qui venaient les voir n'étaient pas atteints du scorbut. Qu'est-ce qui fait la différence entre les autochtones et puis ces marins qui arrivaient? C'est que les autochtones mangeaient de la viande crue. Esquimau, ça veut dire mangeur de viande crue. Et la viande crue est extrêmement riche en vitamine C. Tout qui est dans le sang, c'est riche en vitamine C. C'est comme ça qu'ils n'avaient pas le scorbut, mais eux n'ont jamais voulu. Et si vous voulez, les explorateurs britanniques, surtout, qui étaient là, n'ont jamais voulu manger la viande crue. Et ils mouraient du scorbut à cause de ça. Et Amundsen et Cook étant médecin, Amundsen et Cook avaient obligé, dans le livre, dans la Belgica, il les a obligés à manger du phoque et du manchot. Or, il y en a un qui a refusé. Il est mort. Il est mort. Moi, j'ai une question sur un explorateur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un contemporain de Cook et qui l'a rencontré, c'est le commandant Baudin, notamment dans l'exploration de l'Australie. Il y a eu une rencontre assez historique entre Cook et Baudin, où ils se sont échangés leurs observations. Les deux étaient en train de cartographier une partie de l'Australie. Et ils se sont rencontrés dans une baie qui porte le nom de cette rencontre. Et ils ont complètement collaboré sur le plan scientifique, en échangeant leurs données. Voilà la partie que j'ai explorée, la carte, voilà la mienne. Hop, on a échangé nos cartes. Et donc, il y a eu une vraie coopération qui a l'air très moderne. Mais ça aurait pu être... c'était pas évident que ça se passe si bien que ça. C'était pas du tout évident parce qu'ils étaient tous rivaux pour les résultats qu'ils envoyaient à leurs amirautés respectives et que le secret était gardé. Le secret était gardé, évidemment. Mais il y a eu de ces échanges. Il y en a eu autrement qu'avec Baudin, une autre fois. Et je rappelle aussi la clémence de Louis XVI qui a, en pleine guerre, a laissé passer Cook, a ordonné à la marine française de ne pas gêner le trajet que faisait Cook de façon à qu'il puisse continuer à faire progresser les sciences. Elle est célèbre, cette expédition Baudin, parce que en France, elle a été considérée, et d'ailleurs en partie à tort, comme un échec total, et, alors qu'en fait, il avait rapporté énormément de choses, et que du coup, elle a marqué vraiment, donc je crois que c'est 1804, peut-être quelque chose comme ça, elle a marqué la fin de ces grandes expéditions de circumnavigation qu'on identifie aujourd'hui aux Lumières, et ça a eu pour conséquence un double phénomène. D'une part, on a confié cette fois-ci aux militaires, aux marins de la marine
militaire, toutes les grandes expéditions que les Français ont fait, notamment dans l'océan Pacifique dans la première moitié du XIXe siècle. Et d'un autre côté, par contre, donc on n'embarquait plus de savants sur les bateaux, ce qui était la caractéristique de ces expéditions du XVIIIe. Et au contraire, du coup, les expéditions des savants ont été prises en charge par des associations, la plus célèbre étant la Société de géographie à partir de 1821. Et donc on a ce double mouvement qui va avoir énormément de conséquences, non seulement du point de vue de la production de savoir, mais aussi du point de vue de l'imaginaire, puisque on va distinguer de façon un peu sauvage et un peu fausse le travail des militaires d'un côté, en groupe, avec des expéditions nombreuses, et de l'autre côté, on voit apparaître à ce moment-là le mythe de l'explorateur individuel qu'incarne très rapidement après René Caillé. Et les officiers qui montaient à bord avec la Pérouse et Cook étaient tous des militaires. C'était des militaires en demi-solde, parce que ces expéditions ne pouvaient avoir lieu qu'en période de paix, parce que les guerres faisaient dépenser tellement d'argent qu'il fallait, une fois qu'on avait un peu restauré les finances, on pouvait passer aux expéditions quand il n'y avait plus de guerre. Mais ce sont des Marines qui naviguent avec Cook, ils sont tous des militaires. Peut-être pas les mousses, etc., pas les jeunes, mais... Parlez bien dans le micro, sinon on ne vous entend pas. Il ne faut pas oublier que c'était des militaires et qu'il fallait bien, qui étaient en demi-solde, mais qu'il fallait bien payer, rentabiliser, si vous voulez, que les monarchies devaient rentabiliser. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'après l'expédition de Baudin, ce que les militaires arrêtent de faire, c'est d'embarquer des savants sur le pont des bateaux, des savants civils. Et ce sont eux, à ce moment-là, qui vont faire la totalité des mesures. Alors, les savants restent souvent, à cette époque-là, commanditaires des mesures. Et il y a, d'ailleurs, les savants défendent même l'idée qu'ils sont le cerveau à l'intérieur de l'Académie des sciences, un cerveau qui ne bouge pas, et que par contre, les voyageurs, eux, ne sont que des instruments seconds, en quelque sorte, pour aller tester les instruments que leur donnent les savants, ce qui crée des débats assez vifs dans la première moitié du XIXe siècle entre des voyageurs qui n'ont aucune envie d'être considérés comme des instruments et des savants qui considèrent qu'on peut faire les calculs depuis ce que Barbé d'Aurevilly appelle les instituts sédentaires et immobiles. Écoutez, je pense qu'on pourrait peut-être s'arrêter là, sauf que Monsieur le maire a une réflexion à faire. Juste pour la petite anecdote, c'est vrai que Baudin n'est pas tellement connu, mais ici à Saint-Tropez, il est connu parce que en 2009 ou 2010, dans le cadre du festival du film des Antipodes, nous avions consacré une petite exposition donc à Baudin, ici même, salle Jean d'Espa, en bas. Donc. Très bien. Merci à tous. Et Sylvain Venère, je pense que vous avez quasiment introduit ce qui va se raconter cet après-midi, qui a dû interpeller les intervenants qui sont déjà au premier rang. Merci à vous et revenez cet après-midi. 14h30, ici même.